Bonjour à tous, merci d'être ici avec nous au campus cyber. Je suis ravie d'être avec vous, je suis Raphaël Duchemin et je vais donc passer la journée ici à vos côtés pour cette 10e REF numérique. Si nous sommes ici, évidemment, vous l'aurez compris, c'est parce que nous allons parler cyber. Ça n'est donc pas un hasard. Nous avons tous, c'est vrai, en 2023 et même les années précédentes, dans nos poches des smartphones. J'en vois même qui sont allumés, j'en vois qui prennent des photos. Dans nos maisons, dans nos bureaux, un ou plusieurs ordinateurs. Nous sommes donc tous connectés. Et si cette hyperconnexion nous a ouvert, c'est vrai, le champ des possibles, en nous offrant par exemple la possibilité de continuer à travailler pendant les crises sanitaires notamment, elle nous a aussi, figurez-vous, exposés à davantage de risques, et notamment ceux des cybercriminels. Les salariés, les patrons des ETI, des PME, mais aussi des TPE, personne n'y échappe aujourd'hui. Gros, petits fournisseurs, sous-traitants, vous pouvez, oui, directement être attaqués ou même devenir, sans le savoir, le cheval de Troie qui va infecter votre client. Et les chiffres le démontrent. Par exemple, tenez, la dernière étude faite par IBM Security qui a fait les comptes. Eh bien, figurez-vous qu'en 2021, par exemple, ce sont, écoutez bien les chiffres, hein, c'est assez impressionnant, 6 000 milliards de dollars qui ont été détournés via des cyberattaques. Alors aujourd'hui en France, ce sont, je crois, peu ou prou 9 entreprises sur 10, oui, 9 entreprises sur 10 qui font l'objet ou qui vont faire l'objet d'attaques cyber. Et ces attaques, nous allons voir qu'il en existe de différentes sortes. 831 intrusions relevées par l'ANSSI l'année dernière, des attaques de rançongiciels qui ont repris de plus belle d'ailleurs depuis l'été 2022, dont 40% qui visent des sociétés. C'est donc pour cette raison, et je vois que la salle est en train de se remplir, que nous allons ce matin nous attarder évidemment sur l'état de la menace, quelle est-elle, d'où vient-elle, comment aussi peut-on y faire face. Nous nous arrêterons également sur les atouts de la France en matière de cybersécurité. Devons-nous par exemple prôner une souveraineté numérique en la matière pour évidemment mieux nous défendre? C'est un débat que nous allons ouvrir ensemble. Puis nous irons dans les entreprises pour mieux comprendre pourquoi les enjeux de cybersécurité ont parfois du mal à être essaimés, alors même que ne pas mettre en place les outils nécessaires à la protection revient tout simplement à prendre le risque de mettre l'activité des sociétés en péril. Et puis nous verrons que dans cette guerre, car c'en est une, il y a aujourd'hui, du côté de la justice et des enquêteurs, des moyens à notre disposition, et vous verrez qu'il n'est pas inutile de s'en servir. La France est d'ailleurs aux avant-postes dans cette lutte. Cet après-midi, pour ceux qui seront avec nous également cet après-midi, le ministre Jean-Noël Barrot sera avec nous, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, bien sûr, pour tracer notamment les étapes suivantes. Et puis vous verrez qu'il y a du nouveau et je n'en dis pas davantage. Vous découvrirez avec nous de quoi il s'agit. Enfin, nous prendrons aussi le temps de voir en fin d'après-midi comment faire grandir les compétences, car il y en a. Comment vous aider aussi, hein, vous, chefs d'entreprise, à recruter et à former ceux qui sont en poste, mais aussi à faire peut-être tout simplement émerger les talents des nouvelles générations. C'est un vaste sujet quand on sait notamment qu'il manque entre 15 et 20 000 personnes aujourd'hui pour arriver à alimenter le secteur de la cybersécurité. Donc voilà le programme en quelques mots. Tout au long de cette journée, ce sont les meilleurs experts qui vont venir me rejoindre pour essayer de vous convaincre qu'aujourd'hui, il faut effectivement mieux s'armer pour mieux résister. C'est la thématique de cette REF numérique. Alors sans plus attendre, je vous propose de dresser un premier état des lieux. Qui mieux, évidemment, que notre hôte pour le faire. Je vais donc demander à Michel Vandenberg de me rejoindre. Michel, bonjour et merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Il est très beau ce campus cyber. Il est déjà tourné vers l'avenir. Je donnais des chiffres du passé, 831 intrusions. Alors c'est un peu moins en 2022, je crois, qu'en 2021. Il y en avait eu davantage, je crois qu'il y en avait eu 1200. Mais si le nombre a légèrement faibli, en revanche,
Et c'est ce qu'on s'était dit quand on a discuté ensemble. On s'aperçoit que les cybercriminels ont changé de cible et qu'ils visent de plus en plus les entreprises. C'est aussi pour ça qu'il faut mieux s'armer. Alors, il faut remettre un peu les chiffres dans le contexte. C'est 822 attaques déclarées à l'ANSSI, donc qui touchent les opérateurs d'importance vitaux. C'était 1000 en 2021. Donc, effectivement, on voit que réguler, se protéger, mettre en place des solutions de cybersécurité, ça fonctionne, puisqu'effectivement, c'est plus compliqué pour les pirates aujourd'hui d'attaquer de grandes entreprises. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les pirates, du coup, se déportent vers les plus petites entreprises, vers les PME, et on voit donc une multiplicité des attaques vers ces cibles plus faibles, multipliées par 4, avec des chiffres qui font froid dans le dos. Une PME sur 2 qui subit une cyberattaque et qui ne paye pas la rançon dépose le bilan dans les 18 mois. Et effectivement, c'est plus compliqué aujourd'hui d'avoir des moyens pour pouvoir se cybersécurité quand on est une entreprise de 15 à 50 personnes. Voilà, donc c'est le constat auquel on fait face aujourd'hui. Et vous disiez, ce sont les chiffres déclarés. Ça veut dire qu'il y a, pardon de le dire comme ça, un chiffre noir, un chiffre qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui les pirates sont de plus en plus organisés et qu'il y a tout un service après-vente qui se fait une fois qu'on a été rançonné. Ils vous appellent, ils sont prêts à ouvrir la négociation. D'ailleurs, quand vous payez la rançon, ils vous aident, ils s'assurent que vous avez bien récupéré vos données, etc. etc. Donc parfois, pour certains chefs d'entreprise, c'est moins onéreux de payer, de mettre ça sous le tapis et puis de pouvoir redémarrer son entreprise. Alors on ne peut pas forcément leur en vouloir parce que quand vous avez vos données qui sont complètement cryptées, que les sauvegardes sont aussi cryptées et que si vous ne faites rien, vous allez mettre des personnes au chômage, la tendance est à payer la rançon. Le problème c'est que le pirate, une fois que vous avez payé, il se dit voilà, ça c'est une cible qui paye, donc je le mets dans ma liste et puis dans un mois je vais revenir et du coup le chef d'entreprise qui s'est fait avoir et qui voit qu'il ne peut plus fonctionner parce qu'effectivement le numérique est extrêmement important pour lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met des moyens de cybersécurité en place et en fait, ça lui coûte plus cher que s'il avait fait en prévention avant de se faire cyber-rançonner. Vous disiez en préambule qu'effectivement, les entreprises étaient de plus en plus attaquées, qu'on allait vers de plus petites unités. Si je schématise, si je simplifie, la raison est assez simple. Tout simplement, le cambrioleur qui ne voit pas de caméra de surveillance ou d'alarme devant la maison, qu'est-ce qu'il fait ? Il entre. Exactement, c'est comme le cambriolage. Voilà, si vous voyez que c'est un peu trop compliqué, il va dans la maison d'à côté. On a plusieurs typologies d'attaques. On parle beaucoup de ransomware. Donc effectivement, avec des attaques qui ne sont pas forcément ciblées, le pirate lance une grande campagne sur toutes les adresses IP qu'il trouve, ou il exploite une nouvelle fenêtre de vulnérabilité, ce qui fait que certaines entreprises qui ne sont pas protégées se font avoir. Mais il y a encore d'autres typologies d'attaques. On le voit par exemple le retour des attaques DDoS, de saturation de réseau. Hier, c'était l'Assemblée nationale qui a été touchée. Là, le but, c'est pas de récupérer de l'argent. Le but, c'est d'empêcher un organe étatique de fonctionner et de bien fonctionner. Voilà. Donc, on a ensuite les attaques dont on parle moins, l'espionnage, le sabotage. Voilà. Donc, aujourd'hui, au Campus Cyber, notre but, c'est de faire travailler les gens ensemble pour inverser la tendance. Aujourd'hui, il faut avouer que les pirates sont plus forts que nous. L'objectif, c'est de faire que, comme au football, des fois, l'attaque soit meilleure que la défense pour pouvoir marquer plus de buts. Voilà. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on se mobilise en disant ensemble, on sera meilleur que si on est chacun de son côté à essayer de résoudre ce problème aujourd'hui. Vous dites plusieurs types d'attaques. Il y a ce que l'on appelle notamment, et ça vise souvent les TPE, les PME, les attaques d'opportunité. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont pas vraiment prévu de cibler, mais ils voient que la porte est ouverte. Donc, oui, c'est plus simple. C'est exactement ça. Et je pense que dans la sensibilisation qu'on doit faire, c'est vraiment exprimer aux chefs d'entreprise leur dépendance par rapport au numérique. Le numérique, c'est une drogue douce, mais avec une très forte dépendance. Et souvent, les chefs d'entreprise ne se rendent pas compte que quand ça s'arrête, ça ne fonctionne plus. Et pour eux, le numérique, c'est immatériel. Et le jour où, effectivement, plus rien ne fonctionne, pour eux, il suffit d'appeler l'expert IT ou de rappuyer sur le bouton du serveur pour que ça redémarre. Et très souvent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tellement aujourd'hui, petit à petit, rentrés dans ce monde numérique qu'ils ne savent plus faire fonctionner leur entreprise sans. Et c'est ça le vrai danger. Donc il faut sensibiliser au fait qu'il y a des attaques, mais il faut aussi les sensibiliser au fait que le numérique a pris beaucoup de place dans leur vie, que le numérique c'est extrêmement matériel. À la fin, les données sont bien stockées sur des serveurs, etc., etc. Et que tout ça, il faut le protéger et prévoir le pire. Voilà. Seconde chose qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est la valeur des données sur le dark web.
On dit on attaque les hôpitaux. Bah oui, une donnée médicale, ça vaut 50 fois plus cher qu'une donnée bancaire. Voilà, c'est 350 € un dossier patient complet sur le dark web. Parce qu'effectivement, avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, donc il y a cette valorisation aussi qui est importante. Donc bien faire comprendre aujourd'hui que les données ont beaucoup de valeur. Et on n'a pas forcément réussi la souveraineté de nos infrastructures, de notre matériel, de nos approvisionnements. Essayons de garder au moins la souveraineté de nos données. Je disais tout à l'heure que nous n'étions pas là par hasard. Ce campus, arrêtez-moi si je me trompe sur les dates, mais il a été inauguré il y a 13 mois maintenant, c'est ça ? À peu près, ouais. Il regroupe plus de 1600 personnes. C'est un peu le navire amiral, hein, puisqu'on parlait de guerre. Je crois que ça avait été dit d'ailleurs lors de l'inauguration. C'est la tour de contrôle de la cybersécurité à la française, on peut le dire comme ça ? Alors, moi, j'aime pas trop le navire amiral, c'est offensif et c'est réservé au ministère de la Défense. Nous, on fait du défensif. Voilà, on est plutôt le lieu de totem. C'est vraiment le projet qui avait été voulu par le président de la République. C'est un lieu qui rassemble, qui démontre que l'expertise française est à un bon niveau en termes de cybersécurité, qui fait aussi le fait qu'en travaillant ensemble, on sera plus fort. Et effectivement, c'est un projet qui était un peu compliqué. Moi, la feuille de route qui m'a été donnée quand je l'ai rencontré, c'était « je veux un Bershiva à la française ». Donc Bershiva, j'avais compris ce que c'était. À la française, je ne savais pas trop ce qu'il voulait dire, donc on a improvisé. Et en fait, ce qu'on a fait, qui n'existe pas ailleurs dans le monde, c'est que dans les autres campus, Bershiva, Sklookovo, la Silicon Valley, vous avez beaucoup d'offreurs, vous avez des écoles, vous avez des chercheurs. Nous, on a les clients finaux, c'est-à-dire les entreprises qui sont présentes, et les entreprises représentent 60% des membres aujourd'hui actifs du campus cyber. Le campus cyber, je le rappelle, c'est une entreprise privée et pas une entreprise publique. On a une forte participation publique, mais une entreprise privée qui est portée et administrée par ses membres. Et ça, c'est extrêmement important, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un conseil d'administration avec 19 membres pour que toutes les affinités, les pensées de l'écosystème cyber soient représentées. Et ça, c'est extrêmement important. On a tous les maillons de la chaîne, y compris les autorités qui sont présentes ici sur ce campus. Oui, effectivement, le campus, donc, c'est 1800 postes de travail. Et on tourne à peu près à 1000 experts qui viennent travailler tous les jours au sein de ce campus. Donc ça, c'est une réussite aussi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en Europe où il y a 1000 experts qui viennent travailler au même endroit avec une période de télétravail, etc., tous les jours. Donc ça, c'est un vrai sujet et un vrai succès. Et ensuite, effectivement, on a 25% des locaux qui sont occupés par le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, l'ANSSI. Voilà, donc on a aussi une représentation étatique assez forte. Qui vont nous rejoindre évidemment hein, tout au long de cette journée ici. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, Michel, pour convaincre finalement les patrons qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, de se mettre à niveau sur ces questions de cybersécurité ? Quand on sait par exemple un quart des entrepreneurs considèrent encore le risque cyber comme faible ou inexistant, on a le droit de se poser des questions. Oui, alors de l'autre côté, on dit qu'il y en a quand même 3/4 qui aujourd'hui ont compris que c'était le verre à moitié plein important. Ou le verre à moitié vide. Mais si on se remet il y a 3 ans, effectivement, c'était les proportions complètement inverses en disant on n'est pas concerné, on n'est pas une cible, mes données n'intéressent personne, les cybercriminels s'intéressent aux grandes entreprises. Voilà, aujourd'hui, la prise de conscience, elle est faite. Et quand on va à la rencontre des chefs d'entreprise, en fait, ils disent c'est bon, la sensibilisation, on a compris. On a peur, qu'est-ce que vous faites pour nous ? Voilà, qu'est-ce que je peux faire, moi, chef d'entreprise, qui n'est pas de DSI, qui n'est pas de RSSI, qu'est-ce que je peux faire pour me protéger ? Voilà. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille avec le gouvernement. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, et Jean-Noël Barrot en parlera sûrement. Il y a des actions concrètes qui ont été prises. Le bouclier cyber, voilà, pour protéger donc la supply chain pour des grandes entreprises, et puis permettre aux chefs d'entreprise d'avoir aujourd'hui des accès justement à une expertise en termes de cybersécurité. Le cyberscore, c'est-à-dire on travaille sur le fait de dire voilà, toutes les applications aujourd'hui vont être notées et on pourra choisir une application en fonction de son degré de cybersécurité, un peu comme on choisit un véhicule, voilà, qui est de plus en plus sûr. C'est un bon exemple, l'automobile. Aujourd'hui, les véhicules sont de plus en plus sûrs et il y a de moins en moins de morts sur les routes parce qu'effectivement, il y a plein de dispositifs qui se mettent en place pour nous protéger. Et on n'a pas demandé au conducteur de savoir comment fonctionne l'airbag, l'ABS, le cerveau-frein, c'est automatique. Voilà. Donc nous, on travaille au campus, on a une mission qui nous a été donnée par le gouvernement de qu'est-ce qu'on peut faire comme solution les plus transparentes possibles pour protéger l'utilisateur, protéger les entreprises sans qu'il ait besoin de devenir un expert en cybersécurité. C'est là-dessus qu'on travaille avec les entreprises, qu'on travaille avec l'État pour proposer des solutions les plus simples possibles aux entrepreneurs. Merci beaucoup Michel. Je voudrais qu'on termine parce que je sais, mon petit doigt m'a dit qu'il y avait
des scénaristes qui travaillaient sur la cybersécurité, ici même, au sein du campus. Ça veut dire qu'on a des séries en préparation sur la cybersécurité ? Ouais. Enfin, je sais pas, vous êtes plus informé que moi. Effectivement, on a beaucoup parlé du manque d'experts en termes de cybersécurité. Ce n'est pas un manque de formation. On a d'excellentes formations en France. On a deux sujets. Le premier sujet, c'est qu'on forme beaucoup d'ingénieurs alors qu'on a besoin de techniciens. Donc on va essayer un peu aussi, et on le fait, l'EPITA par exemple a créé des cursus de bachelor en termes ici au campus cyber. Ils seront avec nous voilà. tout à l'heure. On a besoin de créer de l'attractivité. Aujourd'hui, on pense qu'on est les plus beaux du monde et en fait, quand on interroge les jeunes, ils n'ont pas envie de faire cybersécurité alors que c'est un super métier. Donc il faut ce qu'on appelle créer des rôles modèles. Il y avait le Bureau des légendes. Le Bureau des légendes a multiplié par 4 l'attractivité pour la DGSE. Voilà, donc on va copier. En attendant, justement, il y a des scénaristes qui regardent, mais il y a une série qui est géniale qui s'appelle Liaison, je ne sais pas si vous avez regardé, qui est sur, bon, c'est Apple TV, mais en tous les cas, la série elle est vachement bien, puisque ça montre les cyberattaques industrielles. La première cyberattaque, c'est ils prennent la main sur le barrage qui inonde Londres. Effectivement, ça marque le coup et ça montre, et c'est plutôt bien fait. Voilà, donc je vous invite à suivre Liaison. Et effectivement, il y a Alex Berger qui a pour idée de créer donc une nouvelle série qui s'appellerait Bienvenue en Sibérie. Bon, peut-être qu'il changera le terme parce qu'en ce moment c'est pas top, mais voilà, sur lequel on va essayer de créer quelque chose pour donner envie aux jeunes de nous rejoindre. Pour créer des générations de cyberdéfenseurs. Merci beaucoup Michel de nous avoir accueillis ici dans ce magnifique campus. Je vous laisse, si vous le souhaitez, regagner la salle et nous allons nous partir, si vous le voulez bien, pour justement cette Sibérie avec un C. Alors la Sibérie, qu'est-ce que c'est ? Oui, vous pouvez l'applaudir. La Sibérie, qu'est-ce que c'est ? C'est ce pays gigantesque dont les frontières ont été abolies. Il n'y a plus vraiment besoin de passeport pour y circuler, ni de pièce d'identité quelle qu'elle soit. On y va, on y vient assez librement, en toute impunité. La Sibérie, c'est cet état où les règles n'existent pas, où fonctionne notamment la loi du plus fort, la loi du plus malin aussi. Vous êtes peut-être en train de vous dire, elle divague. Eh bien non, vous allez voir. Je vous emmène en voyage et nous partons pour un futur assez proche. Nous allons rejoindre Virginie Tournay, qui devrait normalement apparaître dans nos écrans. Virginie Tournay, qui nous attend donc en Sibérie et qui va nous servir de guide tout au long de ce voyage spatio-temporel. Virginie qui est en train d'arriver parce que, évidemment, comme on n'est pas dans le même espace-temps, elle est en 2093, figurez-vous, ça prend un petit peu plus de temps. Virginie Tournay qui va nous rejoindre depuis la Sibérie.